Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne... Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté Weave, de la compagnie de Phalsbourg, concepteur, développeur et promoteur immobilier, et en partenariat avec le journal La Tribune. Sylvain Tesson, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. Vous avez le micro. Pour vous recevoir, nous aurions dû envisager un décor plus sauvage, l'une des géographies chères à votre cœur. Nous aurions dû nous retrouver au sommet d'une falaise calcaire creusée dans les calanques de Marseille, dans une grande yourte perdue dans les steppes d'Asie centrale, ou dans une isba trônant fièrement dans l'immensité de la taïga russe. Bref, tout, sauf le confort de ces fauteuils rouges posés sur la dalle de béton de Cergy Pontoise. Mais si vous êtes ici ce soir, c'est justement parce que pour l'écrivain voyageur que vous êtes, le récit de vos périples est tout aussi important que le voyage en lui-même. Ce soir, nous recevons donc un écrivain voyageur, ou plutôt un écrivain aventurier. Parce qu'autant dire les choses clairement, vos expéditions sortent des canons du voyage définis par le tourisme de masse. Oubliez les selfie sticks, les guides du routard et les itinéraires ciselés à la minute près pour profiter à fond de ces RTT. Le vagabond Tesson est plutôt du genre aventurier professionnel, tendance stakhanoviste. Le risque de le croiser sur une plage du sud de la Thaïlande, bronzant au milieu d'un groupe de touristes australiens, est somme toute assez faible. Vous en conviendrez. Géographe de formation, sportif accompli, vous préférez en effet les paysages rudes, que l'on arpente à la sueur du front. L'énergie débordante de vos 20 ans a d'abord trouvé son terrain de jeu dans des voyages hors normes, avec comme premier fait d'armes un tour du monde en vélo d'1 an, plus de 25 000 km et 31 pays parcourus. 3 ans plus tard, toujours avec votre camarade de lycée Alexandre Poussin, vous réussissez en 6 mois la traversée de l'Himalaya à pied, une marche dans le ciel de 5000 km, à l'arrache, sans tente, ni guide, ni porteur. En 99, après le vélo et la marche, vous entreprenez une folle chevauchée des steppes, parcourant 3000 km à cheval. Ceux qui, comme moi dans cette salle, se félicitent de faire quelques footings autour des étangs de Cergy, peuvent aller se rhabiller. C'est l'époque où, voyageur en quête de défis physiques, vous avalez les kilomètres jusqu'à l'épuisement, étant aussi capable, le soir venu, d'avaler quelques centaines de grammes de vodka pour réchauffer votre cœur. Certains trouveront la démarche quasi masochiste, d'autres savent que c'est dans l'effort que le corps et l'esprit sont les plus affûtés. Viennent ensuite les voyages que je qualifierais d'épopées historiques. En 2003, vous suivez pendant 8 mois, dans la solitude et le froid, la trace des évadés du Goulag en Sibérie, de la Sibérie jusqu'au golfe du Bengale. En 2012, vous commémorez le bicentenaire de la retraite de Russie en reprenant la route empruntée par les grognards de Napoléon. Chacun ses lubies, me direz-vous. Et encore une fois, pour parler sans être indécent de la souffrance des soldats de l'Empire, vous faites les 4000 km de route en plein hiver, au volant d'un sidecar soviétique totalement inadapté à une telle folie. Au fil des années, l'immensité de la Russie et des steppes d'Asie centrale sont ainsi devenus vos terrains de prédilection, offrant le luxe de l'espace, du froid et de la solitude. C'est encore en Sibérie, sur les rives du lac Baïkal, que vous partez en 2010 explorer un autre rapport au temps et à l'espace, en passant 6 mois seul dans une cabane. Pour la première fois, vous ralentissez la cadence. Cessez, selon la formule de Paul Morand, de parcourir le monde pour demander d'un coup à la distance ce que le temps ne pourrait nous donner que peu à peu. En 2014, une chute aurait même définitivement pu mettre fin au mouvement effréné de votre existence. Si je m'en sors, je traverse la France à pied, aviez-vous promis. Qu'à cela ne tienne, tout juste rétabli de l'accident, vous entreprenez une marche sur les chemins noirs de la France oubliée. Tout juste paraissez-vous plus raisonnable, ayant renoncé aux séances d'acrobatie nocturne sur les toits de Paris et aux soirées trop arrosées qui excitent le goût du danger. Cet été, bien loin du froid sibérien et des défis sportifs, vous avez consacré 1 mois à la lecture d'Homère sur une île des Cyclades.
Le soleil méditerranéen allait-il suffire à calmer la bête? Vraisemblablement non, puisque 2 mois plus tard, vous repartiez gravir des sommets russes pour commémorer le centenaire de la Révolution d'octobre. Mais ces nombreux périples ne sont pas une fin en soi, car chez vous, le voyageur est indissociable de l'écrivain. L'écriture est un réflexe, une nécessité. Je vous prends ici au mot. Si l'on ne tient pas le greffe de ces faits et gestes, à quoi bon vivre? Les heures coulent, chaque jour s'efface, et le néant triomphe. Guidé par l'obsession de conjuguer l'action et la réflexion, le corps et l'esprit, l'observation et la restitution, vous menez ainsi une double vie, celle du coureur des bois et celle de l'écrivain parisien appliquée à sa table de travail. Et de fait, tous vos périples ont donné naissance à des textes. Ce furent d'abord des articles, des reportages et des carnets de route, puis des essais et même des nouvelles, publiés aux éditions des Équateurs et chez Gallimard. Succès de librairie, ils ont donné des idées à des générations d'apprentis baroudeurs que je devine nombreux dans la salle. À mesure que vous gagniez vos galons d'écrivain, vos talents littéraires furent aussi récompensés, notamment par le Goncourt de la Nouvelle en 2009, pour Une vie à coucher dehors, et par le prix Médicis Essai 2011, pour Dans les forêts de Sibérie. Chacun de vos livres est un prétexte pour retranscrire la bizarrerie des hommes, l'absurdité du monde, la beauté et la permanence des paysages. Nul besoin d'être un écrivain de fiction, quand, pour reprendre le mot d'Hamlet, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve votre philosophie. Transformés en objets littéraires, vos aventures prennent une dimension plus large, car il y a dans votre vision du réel, dans vos blocs-notes de voyage, des vérités qui dépassent celles des philosophes de salon, devisant sur le monde dans de confortables fauteuils avec de la poussière sur les épaules. Le récit de vos vagabondages donne des fourmis dans les jambes, votre mode de vie insolent suscite la réflexion. À tous ceux d'entre vous qui travaillent dans un bureau et rentrent tous les soirs, les yeux éclatés par une journée gâchée sur un tableur Excel, je vous mets en garde. La lecture de 20 pages de n'importe quel bouquin de Sylvain Tesson risque de provoquer une crise existentielle aiguë. Vous n'êtes pas à l'abri de brûler votre costume et de partir prendre la route. L'éditeur devrait d'ailleurs préciser qu'il décline toute responsabilité si à la lecture du dernier Tesson, vous quittez McKinsey pour aller faire du tricycle au Kazakhstan. Si ces livres éveillent quelque chose en nous, c'est que l'aventure est pour Sylvain Tesson une voie d'accès difficile vers l'essentiel. Une manière de renouer avec le réel, d'abandonner les écrans, les promesses de réalité augmentée, de s'attacher aux manifestations les plus simples de la beauté de notre monde, le commerce avec les bêtes, l'observation des plantes, de retrouver le goût du risque, de la démesure, d'une certaine solitude et d'une liberté de plus en plus rare dans nos sociétés urbaines policées, nous enjoignant du matin jusqu'au soir à nous comporter de manière appropriée. De s'affranchir aussi des promesses politiques, de l'espérance religieuse et de la foi dans le progrès, qui nous détournent de l'urgence de construire, ici et maintenant, un monde plus vivable et respectueux de la nature. De renoncer enfin au carcan de ce que vous appelez la sous-pensée managériale globalisée et que des étudiants d'école de commerce incarnent sûrement à vos yeux. Ceux que votre style agace diront que votre intérêt pour tout ce qui n'est pas humain vous rend misanthrope, que l'opposition systématique au progrès révèle une posture réactionnaire, que derrière vos réserves sur le messianisme religieux se cache une méfiance envers l'islam, et que votre cynisme envers tout comportement grégaire est la manifestation d'une forme de mépris élitiste parisien, car tout le monde ne peut prétendre être un écrivain voyageur à l'abri du besoin. Finalement, comme chacun d'entre nous dans cette salle, vous êtes bien sûr un être de contradiction, contraint de reconnaître qu'une fois le costume d'explorateur rangé, vous endossez avec plaisir celui de l'écrivain branché, invité de tous les plateaux télé. Et c'est tant mieux, car vos interventions publiques comme vos livres encouragent de saines remises en question. Ils nous poussent à nous mettre en danger, à fuir les journées écrites d'avance, les gens trop prévisibles, les cadres trop rigoureux, les chemins déjà trop balisés. Ils nous enjoignent à aimer la vie, à choisir. Autant de conseils précieux pour naviguer dans ce lieu mystérieux qu'on appelle la vie, dont vous avez donné une belle définition. C'est un espace mouvant. On s'y déplace à tâtons. On s'y débat, on s'y agite, on y cueille un peu de plaisir. Tout y est absurde et important. On est forcé d'avancer sans savoir où mène tant d'efforts. On ne peut s'arrêter pour souffler un peu. On a l'impression de traverser un cours d'eau. On ne sait pas quand on parviendra sur l'autre rive. Y a-t-il une autre rive ? Je ne suis pas certain que nous trouverons ce soir une réponse à cette question, mais rassurez-vous, nous en avons heureusement de nombreux autres à vous soumettre.
Merci donc d'avoir quitté les sous-bois à l'espace d'une soirée pour venir y répondre. Je vous souhaite à tous un excellent débat. Alors Sylvain Tesson, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme le veut la tradition, vous disposez d'un court droit de réponse à la présentation qui vient d'être prononcée par Charles. Ce ne sera pas véritablement une réponse, enfin je n'userai pas de mon droit de réponse, mais ce sera un remerciement pour tout ce que je viens d'entendre. Je serais ravi d'ailleurs de disposer de ce texte que vous venez de me lire, si jamais vous pouvez me le donner. J'ajoute que je suis très heureux d'avoir fait ce trajet de Paris à Cergy-Pontoise pour entendre des choses aussi aimables, alors que je vous avoue que ça a été très difficile, beaucoup plus difficile que mon récent retour de Damas, puisque j'étais en Syrie la semaine dernière, mais que le pays a été épargné par les plans d'urbanisme du génie des Carpates, qui nous sert de mer à Paris et qui a créé un urbanisme très difficile, lequel rend quasiment finalement impossible la circulation des corps. Or, dans une société, il est quand même en général très important de laisser la libre circulation et le mouvement fluide des corps si on veut que bougent les idées et que circulent également et que s'échangent, que puissent s'échanger selon une espèce de principe gazeux les conversations, les concepts, les énergies, les objectifs, les modalités de toute transformation d'une société. Quand une société est bloquée dans son corps physique, la vie intellectuelle ne peut pas prendre corps, c'est impossible. J'avais vraiment l'impression, moi, de m'extirper, enfin vous le savez, mais d'une matrice tout à fait bétonnée. Au point d'ailleurs que j'ai cru que ces mardis de l'ESSEC allaient se transformer en mercredi matin de l'ESSEC, parce que j'allais arriver à la fin, au bout de la nuit. Et d'ailleurs, je pense que je vais écrire un récit de voyage à propos de cette traversée de Paris. Et j'ajoute également que puisque vous parliez de ces fauteuils très confortables, je dois dire qu'ils me font penser, c'est la première fois que je m'assieds dans un fauteuil pareil. La dernière fois que j'ai vu des fauteuils pareillement configurés, c'était lors de mes premiers émois, lorsque j'avais 15 ans. Le fauteuil était en osier et celle qui se tenait dedans s'appelait Emmanuel. Très intéressant, merci. Sylvain Tesson, vous avez deux amours principales dans votre vie, si l'on peut dire, et ce sont elles qui façonnent ce regard si singulier que vous portez sur le monde dans lequel nous vivons. Il s'agit de l'aventure et de la littérature, vos deux casquettes d'écrivain et voyageur. Nous vous proposons dans un premier temps d'explorer chacune d'entre elles un peu plus dans le détail. Alors dans votre dernier livre, Un été avec Homère, vous écrivez « Qui d'entre nous n'est pas tiraillé entre le désir de cultiver son jardin et de sauter à la gorge de l'aventure ?» Alors justement, comment en êtes-vous venu à sauter à la gorge de l'aventure? Et est-ce qu'on peut parler d'une prédisposition naturelle chez vous? Je ne sais pas. Je vais vous répondre en disant deux choses. La première, c'est que je ne suis pas sûr que le recours à l'idée que nous avons des prédispositions naturelles constitue des réponses très honnêtes. L'histoire du terreau propice, l'idée que tout se décide entre 0 et 6 ans. On connaît très bien cette manière d'expliquer les choses. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très valable. J'ai l'impression qu'en fait, l'existence est plutôt une suite d'occasions que l'on saisit plus ou moins, d'opportunités qui s'offrent à vous. Alors après, encore faut-il peut-être aiguiser le talent de les saisir et de transformer par une sorte de procédé alchimique les occasions qui s'offrent en effet qu'on peut en tirer, mais je ne suis pas absolument persuadé qu'il y a comme ça des vocations d'enfance que l'on finit par transformer en destin. Ça, c'est ce que l'on dit au milieu d'une vie ou à la fin, c'est ce que disent les vieilles gens quand ils se retournent sur leur biographie et qu'ils en font une espèce de longue causalité de causes qui ont produit des effets et qu'ils ont contrôlés, qu'ils ont guidés parce que ils aiguillonnaient les aventures qu'ils ont vécues grâce à leur volonté. C'est comme quand Henri de Montfred parle, on l'entend parler dans des archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Henri de Montfred, c'est un grand navigateur de la mer Rouge qui s'était adonné à des commerces plus ou moins licites et qui expliquait que tout petit déjà, il rêvait d'être ce qu'il était devenu. C'est le « deviens ce que tu es » de Nietzsche.
Je ne crois pas tellement à ça, moi. Je crois plutôt qu'on circule comme ça de hasard en bizarrerie et que parfois on a de la chance. Et puis, donc vous me posez la question de savoir si il y avait un terreau propice. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce tiraillement auquel vous faisiez allusion entre l'envie de sauter à la gorge de l'aventure et puis l'envie de contempler, c'est quelque chose d'assez ordinaire. Il me semble que c'est un penchant, c'est un écartèlement qui a été formulé beaucoup mieux que moi par beaucoup d'autres écrivains. C'est une chose assez banale que de le dire. Parfois, c'est quelque chose d'heureux de bien le formuler, comme Kessel l'a fait par exemple dans Les Dames de Californie, où il dit qu'il se sent tiraillé entre l'écartèlement de l'arrêt et du mouvement. C'est ça en fait. Contempler ou agir. Se contenter de la table de chevet ou alors sauter sur la route. Moi, je connais ce tiraillement. Je l'éprouve en moi et j'ai calmé les douleurs de cet écartèlement en trouvant dans l'écriture une possibilité d'inventer une vie le long d'une voie médiane. Parce que l'écriture, c'est une forme d'action contemplative ou de contemplation active. Nous allons reparler tout à l'heure un peu plus d'écriture. Sylvain Tesson, vous percevez vos aventures et vos expéditions comme un moyen d'intensification de l'existence. Mais qu'entendez-vous précisément par intensification ? Vous, le stégophile, ne pensez-vous pas que la vie d'un trader n'est pas tout aussi intense qu'escalader la façade de Notre-Dame de Paris ? En soi, les risques sont un peu différents, mais ils demeurent bien présents tous les deux. C'est-à-dire que d'abord j'ai du mal à répondre à votre question parce qu'on parle de ce qu'on connaît. Moi, la vie du trader, je ne la connais pas, ou alors c'est le vieux souvenir de mes lectures d'American Psycho, mais ce ne sont pas les traders les plus recommandables que ceux de Bret Easton Ellis. Donc je ne peux pas vous dire, moi, si la vie du trader est ou non aussi intense que celle de l'auteur voyageur que je suis devenu. Non, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je me suis rendu compte que l'aventure telle que je la pratiquais m'offrait une manière d'intensifier ma vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question que vous posez. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que lorsque je m'adonnais à ces voyages, qui en général étaient des voyages au long cours, je rentrais dans une dimension du temps, qui n'est pas celle que nous connaissons dans nos vies urbaines et contemporaines. C'est une dimension du temps où le temps était retrouvé, si je puis dire, ou en tout cas il était apprivoisé, où le temps devenait une espèce d'animal de compagnie, et non plus un problème. Je n'avais plus un emploi de mon temps. J'avais simplement une disposition extrêmement libre de mon temps. Que je passe 6 mois dans une forêt en Sibérie, ou que je fasse une marche à pied à travers l'Himalaya pendant 8 mois, je suis dans une dimension du temps qui m'offre ce que moi j'appelle l'intensification de la vie. Deuxièmement, le fait de se mettre en mouvement de manière assez imprévue sur des routes où de temps en temps vous croisez quelques péripéties, puisque c'est ça le principe de l'aventure, c'est d'aller chercher l'imprévu. À ce moment-là, la séquence de vie, le chapitre de vie que vous vous êtes offert est une longue énumération d'imprévus, de péripéties. Et à ce moment-là, là aussi, vous recourez à une intensification de votre vie, puisque vous sortez de l'ordinaire, vous sortez de l'habitude, vous insultez les habitudes, comme disait Jean Cocteau dans son livre « Démarche d'un poète ». Voilà, c'est ça que je cherchais. Moi, je demandais à l'aventure d'insulter mes habitudes, de me placer dans le temps long, et par là même d'intensifier ma vie. Mais alors, si on rentre un petit peu dans le détail de vos expéditions, on remarque que tous vos voyages suivent une logique bien précise. C'est-à-dire la transformation d'une idée que vous avez, c'est-à-dire ça peut être un lieu comme l'Himalaya ou le Baïkal, ça peut être un événement historique comme les évadés du Goulag ou la retraite de Russie, ou encore une idée littéraire, c'est-à-dire l'île, la forêt, le désert. Donc la transformation de cette idée en un itinéraire. Donc pourquoi est-ce que vous procédez ainsi et d'où vient cet imaginaire chez vous? Oui, alors d'abord vous avez raison de dire que je procède ainsi, c'est-à-dire que moi j'aime l'itinéraire, j'aime le mouvement, mais j'aime aussi que ce mouvement soit accompagné, non pas d'une obsession, le mot est trop fort, mais d'une méditation autour d'un thème, d'une thématique. Alors
Je l'ai choisi dans le champ historique. Vous avez évoqué ma traversée de la Sibérie sur les pas des évadés du Goulag, parfois dans le champ philosophique. Un jour, j'ai mis pendant 6 mois, je suis allé de la mer d'Aral à la mer Méditerranée en suivant des oléoducs. Vous imaginez, c'est quand même un voyage qui n'est pas très glamour, quoi. J'ai suivi des gazoducs et des oléoducs au sud du Caucase, qui étaient les gazoducs que construisaient les États-Unis pour pomper le pétrole et le gaz de la mer Caspienne et l'amener jusqu'en Turquie, afin qu'il servît à la Turquie et à l'OTAN, en fait. C'était de la géopolitique. Mais moi, j'avais placé ce voyage sous une thématique philosophique qui était celle de l'énergie. Je voulais réfléchir à ce concept très beau de l'énergie vitale et de l'énergie fossile. Ça peut être dans le champ de l'histoire, je l'ai dit, ça peut être dans le champ, alors non pas philosophique, mais plus psychologique d'une certaine manière. C'est ce que j'ai fait par exemple dans ma cabane en Sibérie. Je voulais réfléchir au sentiment de solitude. Voilà, je place mes voyages ou mes séjours lointains sous des thématiques. Récemment, je vous le disais, je reviens du Moyen-Orient, je suis parti en Irak, je suis parti en Syrie, et je faisais ce voyage en ayant en permanence à l'esprit le thème du retour. Je me suis beaucoup intéressé au retour lorsque je travaillais sur l'Iliade et l'Odyssée, puisque l'Odyssée est le poème du retour, Ulysse qui rentre chez lui, et cette histoire, cette notion, ce concept, cette fièvre du retour qui amène des hommes à tout risquer dans leur vie pour essayer de rentrer chez eux, même quand leur chez eux n'est pas une île grecque, mais même quand leur chez eux est un décombre, une ruine et un pays qui a été ravagé par la guerre. Je suis très fasciné par ces hommes qui ont l'énergie de vouloir rentrer chez eux et de rebâtir la vie que le sort leur a volée. Voilà ce qui m'intéressait lorsque j'étais en train de sillonner l'Irak ou les plaines du Moyen-Orient. Alors à chaque fois, un thème qui me conduit, des observations que je peux faire, des sensations que j'éprouve, quelques méditations qui traversent péniblement mon esprit, et je transforme tout ça en notation. C'est ça que j'aime dans l'écriture. Une fois de plus, ce soir, j'utilise le mot d'alchimie, parce que c'est un mot que j'aime, que j'apprécie, que j'affectionne beaucoup. Il y a dans l'écriture une dimension alchimique. Il s'agit de transformer la notation en la sensation, plus exactement, en une notation, en une formulation. Et tout cela produit le récit du voyage. Alors il semblerait que toutes vos expéditions sont un petit peu un moyen pour vous de fuite finalement. Fuite des sociétés modernes pour renouer avec une forme de réalité, c'est-à-dire pour vous le contact avec la nature, les paysages, le silence. Mais vous reconnaissez néanmoins que le réel est insupportable et qu'il est légitime de vouloir s'y échapper. Il fut un temps où, comme les étudiants d'école de commerce, vous tentiez d'échapper au réel par le moyen de l'alcool, qui selon vos propres mots permet le voyage et de dépasser l'apparence et la réalité des choses, tout comme la poésie ou la littérature. Mais comme nous avons compris que depuis votre accident, vous ne pouvez plus en boire une goutte, nous vous proposons de parler un petit peu plus de littérature ensemble, et dans un premier temps de lecture, si vous le voulez bien. Vous recommandez, pour préparer au mieux un voyage, de lire des chefs-d'œuvre littéraires, de préférer la lecture de chefs-d'œuvre littéraires à la lecture de traditionnels guides touristiques que l'on connaît trop bien, car à vos yeux, la littérature permettrait de mieux voir et de mieux sentir ce qui nous environne. Mais pensez-vous qu'inversement, le choix d'un lieu pour lire un chef-d'œuvre littéraire permet de mieux s'imprégner de celui-ci ? Concrètement, ne lit-on pas mieux Homère dans un pigeonnier d'une île des Cyclades que dans son appartement parisien ? Non, je ne crois pas. Alors la première partie de votre intervention, je suis d'accord avec moi-même, c'est-à-dire à savoir que la lecture de guides de voyage ne m'a jamais tellement appris quoi que ce soit sur le pays que je traversais, d'autant que le monde s'use, le monde se dégrade. Enfin, parfois il s'améliore, mais enfin c'est rare. Et du coup, le guide est souvent obsolète, alors qu'un livre de littérature ne l'est pas, puisqu'il ne dit rien de vrai. La littérature est éternelle, tandis que le guide s'use, comme une photographie qui jaunit. J'étais par exemple, je vous donne un exemple très concret. La semaine dernière, j'étais à Palmyre.
Palmyre a été détruit par l'État islamique en l'année 2015, puis l'année 2016. Ils ont fait sauter les temples. Alors si vous prenez un guide de voyage qui vous décrit ce qui est en ruine, il est évident que vous allez trouver que c'est un peu optimiste et que le temps a passé, que les choses se sont détruites et ça ne vous sert plus à rien. Alors que je lisais la biographie que Kessel a consacrée à Mermoz, le pilote d'avion, l'un des fondateurs de la ligne aéropostale dans les années 1920. Et Mermoz et Kessel parlent de Palmyre en ne décrivant pas les temples par le menu comme ferait un guide touristique, mais en parlant de l'atmosphère, de la manière dont les pierres peuvent transfuser sur vous l'écho tellement antique de ce que fut Palmyre, c'est-à-dire une ville du début de notre ère, une ville, un comptoir, quoi, sur la route des caravanes du temps de l'Empire romain. Alors tout cela peut être perfusé par le recours à la littérature, mais sûrement pas par les guides. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, vous parliez du lien que l'on pouvait, de la localisation nécessaire ou pas de la lecture pour un chef-d'œuvre. Ça, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Non, je dirais au contraire qu'un chef-d'œuvre de littérature, un poème, un roman, peut par définition se lire partout. C'est même la grâce et c'est même le miracle de la littérature que de vous arracher totalement à toute contingence. D'ailleurs, enfin moi je n'ai jamais, Dieu merci, fait de peine de prison. Il m'est arrivé comme ça d'être enfermé dans des petits cachots pas plus de 5 jours, lorsque c'était dans des traversées de frontières clandestines, par exemple, entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. Et voilà, qui m'a beaucoup manqué, c'est la lecture. J'aurais aimé avoir un livre, quel qu'il fût, même si ça avait été les Claudines de Colette. J'aurais beaucoup aimé lire cela, alors que ça n'aurait pas du tout été conforme à ce que je vivais. Non, ce que je crois, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de paraphraser l'endroit, l'atmosphère de l'endroit dans lequel on se trouve et le livre que l'on est en train de lire. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est à Venise qu'il faut absolument lire Casanova. Casanova ne sera pas plus intéressant parce qu'on le lit dans l'endroit où il a vécu ses aventures et où il s'est évadé des plombs de Venise. Il sera peut-être même parfois amusant de lire un livre qui n'a strictement rien à voir avec l'endroit dans lequel on le lit. Par exemple, on lit Lord Byron en Sibérie ou on lit Michel Strogoff à Venise. Alors ça, c'est amusant parce que vous faites une espèce de double voyage. Vous faites un voyage physique et puis vous faites un voyage en lisant un livre qui ne correspond pas du tout au lieu où vous êtes. Mais enfin, il n'y a pas de règle. Tout ça, moi je vous dis, ces choses-là, ce sont simplement quelques notations sur la manière d'user de la géographie et de la littérature. Mais j'ai jamais émis de théorie à ce propos. D'accord, alors il y a la lecture, mais il y a aussi l'écriture chez vous. Alors vous écrivez dans les forêts de Sibérie, « Dieu, jamais rassasié de la prière des hommes, est un sacré passe-temps. Moi, j'ai l'écriture. » Alors oui, c'est un sacré passe-temps, effectivement, parce qu'entre les récits de voyage, vos nouvelles, vos essais, vos articles dans les journaux, les albums photographiques, sans compter les recueils d'aphorismes ou les bréviaires de survie franco-russe, la liste de vos œuvres, elle est déjà aussi longue que vos marches à pied. Et votre production littéraire se caractérise principalement par 2 genres particuliers, le journal que vous teniez religieusement depuis vos 20 ans, et la nouvelle, court récit souvent inspiré de vos précieuses observations de voyage et qui vous a valu le prix Goncourt pour Une vie à coucher dehors. Pourquoi vous, le voyageur épris de liberté et de grands espaces, vous astreindre à la discipline rigoriste du journal de bord et de la brièveté de la nouvelle ? Parce que c'est bref, par définition. Moi, je vais vers la forme brève, de plus en plus courte, d'ailleurs, au point que j'ai fini par concevoir une légère inquiétude, parce que je m'aperçois que mes livres sont de plus en plus petits, que je vais de plus en plus... Ils se vendent toujours aussi bien. Comment ? Ils se vendent toujours aussi bien. Oui, enfin peut-être, enfin il n'y a pas de rapport proportionnel, Dieu merci, parce que sinon il suffirait de faire un petit traité de ponctuation pour faire des best-sellers. Mais moi j'ai l'impression que je vais vers un dégraissement absolu à la fois du style, une concision du propos, qui me fait préférer le registre, le genre, la forme courte à la forme longue. C'est aussi peut-être parce qu'il faut que je sois lucide sur moi-même, je ne suis pas capable, je n'ai pas la capacité
tout ne se vaut pas, tout le monde n'est pas égal. Moi, je n'ai pas la capacité, je n'ai peut-être pas le talent, je n'ai pas la profondeur, je n'ai pas la puissance de travail pour m'adonner à des textes longs. Je serais bien incapable de donner un roman. Je serais très incapable de m'épancher sur des centaines et des centaines de pages. Je vais vers la forme courte, je vais vers le journal, la nouvelle, l'aphorisme, et puis peut-être un jour il n'y aura plus qu'un petit borigme avec un point d'exclamation, puis ça voudra dire que ce sera mon point final, quoi. Il est possible, et je m'achemine d'ailleurs vers cela. Après, vous me posez la question du journal intime. Je le tiens parce que d'abord j'aime cette forme-là, je trouve que c'est une forme de confession, c'est un dédoublement de la vie, c'est-à-dire qu'il y a une vie qui se joue, qui se vit sur le plan organique de l'existence que nous vivons tous, et qui est le soir accompagné du récit de ce qu'elle fut pendant la journée. Et ça lui donne une sorte de deuxième épaisseur. La vie est vécue sur un autre plan, un plan vital, et puis un plan littéraire. Il y a ce que vous avez vécu, et il y a ce que vous avez écrit de ce que vous avez vécu. Et c'est un exercice merveilleux. C'est un exercice merveilleux parce qu'il vous contraint à mieux vivre, à mon avis, puisque vous savez que le soir, vous allez être confronté à la page blanche que vous allez devoir remplir de vos notations. Et puis, il vous donne un souvenir, une trace de ce que vous avez vécu, puisque vous l'avez conservé, vous l'avez archivé, comme le greffier du tribunal qui note tout ce qui s'est passé. Moi, c'est ce que je fais. J'ai l'impression que j'ai mes souvenirs et j'ai mes calepins. C'est la seule chose que je possède d'ailleurs. Je ne possède pas grand-chose matériel, mais je possède beaucoup de souvenirs, je possède beaucoup de calepins. Et j'y tiens énormément. C'est la seule chose à laquelle je tiens, ce sont ces calepins. Alors, ce qui est amusant dans votre production littéraire, c'est que vous êtes assez éloigné finalement en termes de profil de vos lecteurs. Ce que je veux dire, c'est que vous rencontrez un succès auprès d'un public qui est assez éloigné de votre quotidien, un public qui est globalement citadin, plus habitué au métro, boulot, dodo que les grandes traversées du désert de Gobi. Et vous écrivez même dans Les forêts de Sibérie, les sociétés n'aiment pas les ermites, elles ne leur pardonnent pas de fuir, elles réprouvent la désinvolture du solitaire qui jette son continuer sans moi à la face des autres. Mais quand vous écrivez ces lignes, ne faites-vous pas preuve d'un peu de mauvaise foi, puisque dans votre cas, c'est probablement l'exact contraire. C'est justement pour votre désinvolture que votre public grandit sans cesse. Comment expliquez-vous cette fascination, ce plaisir pris à la lecture de textes qui souvent critiquent et vont parfois jusqu'à nier la vocation de la société ? Alors, il y a beaucoup de choses dans vos questions. D'abord, le public. J'ai l'impression que vous avez fait une étude de marché de mon public. Il est vrai que c'est votre spécialité, mais alors moi, je ne savais pas du tout que mon public pouvait avoir qu'il exprimait suffisamment de traits caractéristiques pour que l'on puisse en tracer une sorte de portrait robot. Et je vais même vous dire qu'il m'arrive, précisément, enfin, ça vous intéresse pas, c'est pas très intéressant, mais il m'arrive de le rencontrer, mon public, quand je fais des conférences dans les librairies ou que je rencontre les gens. Alors c'est amusant parce que qu'est-ce qui se passe quand on rencontre un auteur, ce qui est une pratique d'ailleurs assez moderne, tout à fait récente. Avant, on se fichait de ça, on savait même pas qui étaient les gens qui écrivaient les livres, on sait même pas s'ils ont existé, on sait même pas s'ils ont été ce qu'ils prétendaient être. Puis tout d'un coup est venu se greffer et envahir même le champ littéraire, la nécessité d'alimenter la petite kermesse du marché global. Alors il fallait bien qu'on rencontrât les écrivains qui écrivaient les livres, quoi. Et puis on devient d'ailleurs, un écrivain devient le représentant de commerce de lui-même. C'est un petit représentant de commerce, un écrivain aujourd'hui, il traverse la campagne et puis il va vendre ses petits livres. Au lieu d'aller vendre des gaines pour les dames en frappant aux portes, eh ben il va vendre ses livres. Voilà, c'est une petite représentation de commerce très agréable et on rencontre son public. Alors, il y a un phénomène d'identification. C'est-à-dire que les lecteurs, vous et moi, on aime s'identifier aux livres qu'on lit. Quand on lit le Don Quichotte de Cervantes, on connaît tous son Sancho Panza. Quand on lit les 7 piliers de la sagesse de Laurence d'Arabie, on a tous envie tout d'un coup de partir avec cette espèce de fièvre vers un soleil noir ou vers une étoile d'absolu. Enfin, il y a un phénomène d'identification. Alors ça se fait. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que moi, ce phénomène d'identification, je vois qu'il fluctue.
en fonction des livres que j'offre. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas véritablement de public qui pourrait correspondre à un portrait robot tel que celui que vous avez fait. Lorsque j'écrivais des livres d'aventure pure, les lecteurs qui s'identifiaient à mes livres étaient plutôt des jeunes gens du genre ce que vous pouvez rencontrer au Vieux Campeur. Ils venaient me voir et ils me demandaient quel pouvait être le vélo que je leur conseillerais pour aller faire une grande balade dans l'Himalaya. Puis après, j'ai fait un livre sur ma chute et mes petits problèmes et mes accidents. Et bien après, les jeunes gens qui voulaient traverser le désert de Gobi en patin roulette, j'ai eu des dames qui me disaient, moi aussi j'ai eu un cancer de la vésicule biliaire, moi aussi je dois changer mon déambulateur, qu'est-ce que vous me conseillez comme bas de contention? Enfin voilà, il y a eu comme ça un transfert d'identification. Je suis passé directement de l'athlète aux soins palliatifs, quoi. Bon, ben ça c'est des moments dans la vie, quoi. Il faut s'y faire, il faut l'accepter, mais je ne crois pas qu'on puisse penser qu'un public de littérature correspondent à des critères très identifiables. Je crois même que nous touchons là un point de science morale et politique. Quand il y a, si vous voulez, deux manières de s'opposer à une autorité, gouvernementale ou étatique, dans le monde moderne, il y a la manière qui consiste à s'y opposer frontalement, c'est-à-dire l'anarchiste qui veut abattre la citadelle du pouvoir. Eh bien, sans le savoir, il fait le jeu du pouvoir, puisque celui qui va essayer de faire sauter la citadelle avec son bâton de dynamite donne une justification au pouvoir de se doter d'une force de répression et du maintien de la paix. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais lorsque les Black Blocs viennent perturber une manifestation et viennent casser, eh bien ils justifient et légitiment le surcroît de forces de l'ordre qui occupe la ville. C'est pour ça que finalement le rebelle est l'idiot utile du prince. Et les princes aiment toujours avoir de véritables rebelles qui ont un vrai visage devant eux, puisqu'ils peuvent les identifier, ils peuvent leur opposer quelque chose qui s'appelle le déploiement des forces de l'ordre. Alors que l'ermite, il ne veut pas s'opposer au système. Il dit « je n'ai rien à voir avec ce système, je me retire, je m'éclipse, je me rétracte ». Il y a eu énormément de littérature sur ce mouvement de retrait, ce que le philosophe Ernst Junger appelait le recours aux forêts. C'est une expression qui a été beaucoup utilisée, qui a eu beaucoup de succès parce qu'elle est très belle. On peut avoir recours aux forêts lorsque l'on décide de ne plus rien avoir avec un système. On se détache, on s'isole, on se renferme, on disparaît. Et à ce moment-là, on devient une véritable menace, une menace fantomatique. Et par définition, un gouvernement a beaucoup plus intérêt, une gouvernance a beaucoup plus intérêt à connaître les membres qu'elle est en charge d'administrer, plutôt qu'à savoir qu'il y en a quelques-uns qui puissent échapper à son regard de contrôle. Et puis ensuite, vous m'avez posé une question sur le paradoxe qu'il pourrait y avoir à écrire des livres qui incitent au départ à l'isolement, à l'érémitisme, et puis d'être lu par des lecteurs qui ne pratiquent pas ces recommandations. Mais vous avez commencé votre intervention tout à l'heure, j'ai plus lequel d'entre vous disait que j'étais perclus de contradictions, et vous avez tout à fait raison. Moi aussi, je passe ma vie à la télévision à dire qu'il faut éteindre les écrans, je passe ma vie à rencontrer des gens pour leur dire qu'il faut vivre seul, je passe ma vie à prendre des avions pour aller dans des villes où je dis qu'il faut marcher à pied. Bien sûr que je suis en fait une espèce de bouffon de contradiction, je le sais très bien. Vous êtes bien dur. Comment ? Vous êtes bien dur. Oui, bien sûr, je suis assez lucide sur moi-même et je connais tous ces paradoxes-là. Je crois en revanche, ce sera ma réponse plus précise à votre question, qui évitera d'ailleurs l'autoprocès que je suis en train de m'administrer. Je pense qu'il y a un relatif qui n'est pas nouveau d'ailleurs, un léger désarroi finalement en ce moment, qui a des explications, qui est lié aux grandes mutations que connaît notre monde. Nous sommes à la fois dans des moments extrêmement fascinants mais fortement inquiétants. Il y a un désarroi philosophique profond.
qui est en train de traverser toutes les sociétés planétaires pour des raisons qui sont très identifiables. Nous réussissons aujourd'hui, nous sommes en mesure, l'homme est en mesure aujourd'hui scientifiquement de réécrire entièrement la partition organique du vivant, de réécrire la partition du microscopique, la partition de l'organisation cellulaire, atomique, moléculaire, génétique. L'homme est capable de se projeter dans les immensités sidérales, l'homme est capable d'explorer des immensités infinitésimales, l'homme est capable de tout réécrire, et il invente en plus une espèce d'augmentation de lui-même par toutes ces techniques, des nouvelles technologies, qu'il ne maîtrise pas très bien. Les promoteurs de l'intelligence artificielle vous expliquent que l'algorithme qu'ils créent en additionnant les uns après les autres des compétences finit par créer un tout qui est supérieur à la somme des parties et qui est presque indéfinissable par tous ceux qui en sont les promoteurs. Tout ça est extrêmement fascinant, tout ça est superbe, mais tout ça est très inquiétant, car tout ça est en train de ruiner, ou en tout cas de transformer, de modifier, de métamorphoser toutes les vieilles structures de compréhension du monde qui étaient instituées. L'institué disparaît, et ce qui n'est pas encore institué n'est pas encore apparu par définition. Donc nous sommes dans une mutation. Donc il est tout à fait normal que dans une mutation, il y ait un désarroi. Eh bien je crois que ces livres, qui franchement ne sont pas grand-chose, car il y a strictement aucune explication, il y a aucune proposition dans les livres que je fais depuis 20 ans, il y a simplement la description d'un mode de vie qui consiste à se tirer. C'est quand même pas grand-chose. Eh bien, le désarroi est tel que ces livres rencontrent une certaine faveur, parce que je pense qu'ils correspondent à la petite nostalgie de quelque chose qui était très simple, qui existait de manière très profonde, très puissante, mais qui a disparu, et qui était la relation amicale, familière, simple, immédiate, organique et archaïque avec le monde. Alors sur ces considérations, on va faire une petite pause en vous proposant le traditionnel petit jeu des mardis. Vous allez voir, le principe est très simple. On vous sait amateur de bons mots, d'aphorismes. Alors on va vous proposer à chaque fois 2 citations relativement proches et vous devez retrouver simplement laquelle est de vous. Alors commençons sans plus attendre par la première question. Vous allez avoir le choix entre Sylvain Tesson et Jean-Pierre Pernaut. Alors, passons aux citations. Vous allez les voir dans l'écran. Les Bleus se sont très mal comportés pendant la Coupe du Monde de football, c'est entendu. Mais franchement, qu'attendre de gens qui marchent sur les pelouses avec des crampons ? Deuxième proposition, nos joueurs sont partis en vacances, ils doivent être fatigués, c'est vrai. Toute la semaine, on va parler des métiers de l'été, ça leur donnera peut-être des idées s'ils veulent changer de métier, marchand de glace ou loueur de matelas par exemple. Alors laquelle est de vous, laquelle est de Jean-Pierre Pernaut ? Laquelle est de moi ? Oui. Ben, je sais laquelle est de moi. Bah, dites-le, tant mieux. Il faut que je vous dise laquelle est de moi. Ben, la première. La première. Donc vous n'avez pas vraiment changé votre avis depuis le sacre de cet été sur notre équipe de France ? Vous avez regardé la finale ? Oui, non mais le football, oui, c'est vrai que ces gens-là abîment la pelouse, non mais c'est très, très étonnant. Je comprends rien, moi, ce jeu, tout ça c'est amusant, mais enfin pourquoi on en fait tant, quoi ? Faut pas exagérer quand même. Alors, deuxième question. Laquelle est de Sylvain Tesson, laquelle est de Laetitia Hallyday ? Première proposition. Le mariage, c'est comme un long voyage en mer pendant lequel il faut être suffisamment habile pour passer le cap dans la tempête. L'idéal est d'arriver, poussé par le bon vent, dans la baie de la tranquillité. Non mais c'est insultant, vous pensez pas que j'ai écrit un truc pareil quand même ? Attendez qu'on finisse. Vous sous-entendez que Laetitia Hallyday n'aurait pas eu l'esprit d'écrire votre formule. Est-ce que le public a bien identifié ? Oui, bon, très bien. Alors on détaille pas plus, passons à la prochaine. Vous allez voir, c'est pas fini l'insulte. Troisième proposition. Vous avez le choix entre Sylvain Tesson ou François Hollande. Première proposition. Et puis une mauvaise chute vaut mieux qu'une fin insignifiante. Ou à quoi servent les chutes ? À nous apprendre à relever. Oui, je sais laquelle
laquelle est la mienne, c'est la première, mais j'essaie c'est drôle parce que d'habitude Hollande dit des choses drôles. Mais ça, c'est spirituel. On dirait un peu un bandeau d'un livre de psychologie. Donc, finalement, en fait, vous revenez aussi tous les deux de votre convalescence par un livre, quand même, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai, il y a eu deux chutes. Oui, il y a eu deux chutes, l'une dans les sondages, l'autre d'un toit, mais oui, c'est vrai. Vous avez raison, Et enfin, dernière proposition, Sylvain Tesson ou Frédéric Beigbeder. Ah, ça va être drôle. Peut-être la moins simple, finalement. Peut-être la moins simple. Première proposition, quand on a raté sa vie, il faut au moins essayer de réussir sa mort. Mais ça, c'est lui, ça. Et moi, j'ai dit, les gens qui ont raté leur vie, oui, c'est ça. Les gens qui ont raté leur vie, en général, réussissent leur soirée. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux rater sa vie, sa mort ou ses soirées? Qu'est-ce qu'il vaut mieux réussir? Oui, alors moi, j'ai même pas réussi ma mort, moi. J'ai même pas réussi ma mort parce que je me suis lancé comme ça, comme on lance un livre. Les éditeurs, ils sont drôles, ils disent on va lancer un auteur. Et ben moi, je me suis lancé. Alors là, on peut le dire. Ben ça m'a pas réussi. J'ai même pas réussi ma sortie, moi. Alors voilà, je pourrais dire prolonger la phrase de Frédéric Beigbeder en disant que parfois, on rate sa vie, mais on rate même sa mort. Alors que moi, cette phrase que j'ai écrite à l'occasion d'une rencontre, je crois, avec précisément des espèces d'évadés de l'existence, quoi. Des gens qui sont des évadés, des échappés de leur propre vie, qui en général ont raté leur vie, mais qui du coup ont quand même beaucoup de choses à raconter et qui réussissent parce qu'ils s'embrument le soir, parce qu'ils s'emboissonnent, qui réussissent à avoir des soirées finalement plus intéressantes que leur vie. Moi, je préfère ces êtres-là. Parce que les gens qui ont parfaitement réussi leur vie ne passent pas toujours des soirées très amusantes. Enfin, ça dépend. Il ne faut pas faire de généralité. Il ne faut pas évidemment lancer des théories pour toute chose. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le regard que vous portez sur l'homme et sur le monde qui vous entoure, dont on a eu un petit aperçu. Mais commençons, si vous voulez bien, par l'une de vos bêtes noires. Les nouvelles technologies. Vous écrivez notamment dans Les Chemins Noirs, il ne fallait pas se leurrer. Elles n'étaient pas de simples innovations destinées à simplifier la vie. Elles en étaient le substitut. Elles remodelaient la psyché humaine. Elles s'en prenaient au comportement. Déjà, elles régentaient la langue, injectaient leur bêta-bloquant dans la pensée. Alors beaucoup d'entre nous, étudiants à l'ESSEC en école de commerce, en tant que futurs managers, nous serons finalement un peu des acteurs. Certains d'entre nous seront des acteurs de cette digitalisation que vous fustigez. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a quand même une juste utilisation possible de ces nouvelles technologies où on est condamné à être les serviteurs de cette sous-pensée technologique qui va être embrumée des bêta-bloquants, comme vous dites? Non, puisque vous me posez la question, moi je vais vous répondre franchement, non, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une juste utilisation des nouvelles technologies. C'est la raison pour laquelle je les comparais à un dispositif, reprenant ainsi l'analyse que le philosophe italien Giorgio Agamben avait donnée de la révolution numérique et digitale, laquelle, à quel âge, je ne sais pas, une trentaine d'années peut-être, enfin le début de l'Internet, ça doit être les années 80 à titre militaire, et puis c'est ça, c'est venu dans le civil dans les années 90, quoi, ça a 30 ans. Cette révolution incroyable qui a envahi tous les champs de notre vie, c'est lui qui a eu le premier l'idée de l'appeler le dispositif. Un dispositif, c'est une intervention de la chose qui dispose de vous dans tous les champs de votre vie et pas uniquement dans ceux que vous prétendriez choisir. C'est un peu comme si vous disiez on va user de l'électricité mais un petit peu. Mais non, à partir du moment où vous rentrez dans un âge qui est régi par un dispositif, vous ne composez pas. Vous ne pouvez pas décider de faire votre marché et d'utiliser un peu des
promesses ou des outils que vous propose la technologie. C'est ça la différence entre un dispositif et une innovation. C'est pas tout à fait pareil que l'invention du fil à couper le beurre ou du parachute ventral. C'est pas un instrument. Voilà, moi je me contente de dire ça. Alors attention, je voudrais simplement, avant de dire la moindre chose, préciser une chose, c'est que moi je ne lance pas d'imprécation, je ne prétends pas fonder une école, ni bâtir une théorie. Moi je constate juste une chose. J'ai plus âgé que vous, moi je dois avoir l'âge qu'ont vos plus vieux professeurs d'une certaine manière, mais je viens de la génération qui a connu les deux choses, c'est-à-dire qu'il y a eu 20 ans lorsqu'il y a eu cette révolution digitale, donc il y avait déjà tout de même un passé qui appartenait au monde de l'organique, au monde de la mémoire, au monde où il n'y avait pas le microprocesseur. Eh bien, et c'est ma seule constatation, c'est la seule constatation que je fais. Je remarque que le discours visant à dire que la nouvelle technologie améliorera la vie n'est pas vrai. C'est la seule chose que je dis. Je dis qu'il y a probablement une extraordinaire capacité et un talent indéniable et un savoir-faire des promoteurs de la révolution digitale et de la mutation numérique à laisser penser que cette révolution changera la face du monde et améliorera la vie, mais je crois que c'est un discours qui n'est pas tout à fait vrai. Je ne vois pas tellement l'amélioration. Je ne vois pas que la personnalité des hommes, leur nature profonde, leur mystère, leur rapport à la langue, leur connaissance de l'espace, leur capacité de protéger la vie, leur capacité d'émerveillement, leur disposition psychique, leur intelligence, leur mystère, leur capacité de rébellion, leur anticonformisme, je ne vois pas qu'elle s'améliore. Je me trompe peut-être, je me trompe sûrement, je suis certainement victime de mon âge, peut-être, du fait que j'ai raté le train qui est parti dans les années 2000, enfin 90, comme vous dites. Il est tout à fait probable que le discours que je suis capable de vous tenir sur ce qui est en train de se profiler, sur cette transformation de la face du monde, est un discours de fossile. Vous avez peut-être l'opportunité ce soir de voir un animal sorti de la galerie de l'évolution du Muséum d'histoire naturelle qui vient au mardi de l'Essec vous parler. Il est tout à fait probable que je me trompe absolument. Mais voilà, je dis simplement, moi, que je constate que tout ce qui continue aujourd'hui dans ma vie à me donner beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'intérêt, à me faire penser que la vie mérite d'être vécue, eh bien tout cela n'est ni régi, ni créé par les nouvelles technologies. Voilà. Non, pas du tout que je veuille absolument verser dans l'idée nostalgique du monde organique et archaïque. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y a eu un âge d'or au Paléolithique, quand l'homme n'avait été un chasseur-cueilleur et qu'il avait simplement besoin d'aller cueillir quelques fruits et tuer quelques bêtes et puis qu'il n'avait plus à travailler. Non, je ne suis pas du tout en train de dire ça. C'est pas ça mon propos. Moi, mon propos, c'est simplement de dire que j'ai trop de respect et de vénération pour ce qui existe déjà, pour que j'ai besoin de croire que son augmentation sera une bonne nouvelle. Alors oui, il y a ce rejet des nouvelles technologies. Et ce qu'il y a aussi un petit peu en filigrane dans votre œuvre, c'est le sujet du rapport à la nature. Alors un sujet qu'on aimerait bien aborder avec vous, c'est celui de l'écologie. Parce que l'actualité déborde dans ce sujet, entre la démission de Nicolas Hulot, le dernier rapport du GIEC, la 24e COP qui aura lieu en décembre en Pologne. Et vous évoquez quand même régulièrement la thématique écologique dans vos livres. Et vous dénoncez franchement maintenant les hypocrisies de ceux qui prétendent s'inscrire dans la démarche de la protection de l'environnement. Oui, à commencer par les présidents de la République. Vous écrivez « Le chef de l'État français s'était piqué d'infléchir le climat mondial quand il n'était pas même capable de protéger sa faune d'abeilles et de papillons. » Votre formule visait alors François Hollande. S'applique-t-elle aussi à Emmanuel Macron? Le trouvez-vous à la hauteur concernant les enjeux environnementaux après sa très remarquée formule « Make our planet great again » ?
Alors, déjà, moi, je comprends pas l'allemand, donc je sais pas ce que vous venez de dire. Non, j'en sais rien. Là, je dois vous dire que sur Macron, moi, j'ai aucune opinion. Sur Hollande, j'avais la phrase que vous avez lue, que j'avais écrite, c'était du temps d'Hollande. C'est parce qu'il y avait eu l'histoire des néonicotinoïdes. Il y avait eu l'opportunité pour le Parlement, enfin pour l'exécutif d'ailleurs, de régler, il y a déjà presque 10 ans, le problème des pesticides qui tuaient les abeilles. Il ne l'avait pas fait, c'était au moment où il y avait la COP21. C'est-à-dire que tous les chefs d'État étaient amenés à penser le climat mondial. Et moi, je trouvais qu'il y avait une forme de paradoxe à propos d'un sujet très intéressant qui est celui de l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce que veut dire le pouvoir ? Où s'exerce-t-il ? Quelle est la sphère d'influence d'un président ? Et moi, il me semblait tout à fait nul, puisqu'il était impossible d'écarter l'usage de pesticides sur son territoire et qu'il prétendait dans le même temps influer sur le climat global. Il me semblait qu'il y avait là quelque chose qui relevait de l'entourloupe. C'est ce que je me suis permis de dire. Maintenant, voilà, sur l'écologie, d'abord, moi, je ne prononce pas ce mot-là. Moi, encore une fois, moi, je suis de l'ancien monde. Moi, ça s'appelle la nature, ça s'appelle la forêt. Je ne sais pas ce que c'est que l'environnement. Moi, l'environnement, c'est ce qui m'environne. Ici, c'est l'environnement. C'est notre environnement, c'est du linoléum et du plastique. Alors, si on défend l'environnement, il faut défendre... Non, mais les mots ont un sens à un moment. Ça s'appelle pas l'environnement. Une décharge publique, c'est un environnement. Un bassin de décantation nucléaire, c'est un environnement. Alors, si on veut le défendre, on peut même avoir envie de l'épandre, si on veut. Non, moi, j'appelais ça la nature, j'appelle ça la forêt, j'appelle ça le désert quand je suis dans le désert, j'appelle ça la mer quand je suis dans la mer, j'appelle ça la montagne, mais je ne sais pas ce que c'est que l'environnement, ni la nature, d'ailleurs. Et la seule chose que je peux dire sur ce sujet-là, je ne sais pas si ce sera intéressant, mais la seule chose que je peux vous dire rapidement ce soir, c'est que il m'est apparu, quand j'étais notamment, j'ai eu cette idée-là la semaine dernière, quand je revenais de Syrie. J'ai vu un pays qui était extrêmement dévasté, humainement, on le sait, archéologiquement ravagé, architecturalement, n'en parlons pas, rayé de la carte. Mais écologiquement, c'est une catastrophe. Alors évidemment, comme la guerre offre le spectacle d'une telle souffrance humaine, qu'on ne parle jamais de l'atteinte, l'affront fait à la nature en temps de guerre, parce qu'on a l'impression que c'est même un sujet quasi obscène. On ne va pas commencer à pleurer sur les arbres et les animaux alors que les hommes ont été dans de telles souffrances. Certes, une fois qu'on a dit ça, qu'on a pris ces précautions d'usage et qu'on a bien rappelé à l'assistance humaniste qu'on mettait la survie de l'homme au sommet de toute préoccupation. Bon, ça c'est une précaution d'usage. Une fois qu'on a dit ça, on peut quand même dire que un pays qui a vécu 8 ans de bombardement est un pays qui est dévasté, mais dans sa chair organique, et pas uniquement dans sa chair humaine, dans sa chair organique. Eh bien, je m'aperçois, moi, que cette dégradation du monde, cet appauvrissement de l'homme, cette destruction d'environnement, ce recul de la diversité biologique, cet affront qui est fait à l'élémentaire minéral, à l'élémentaire aquatique, à l'élémentaire glaciaire, cette destruction des paysages dans leur harmonie. J'ai remarqué que tout cet effondrement que nous constatons, mais que nous constatons sans être obligés d'aller faire des milliers de kilomètres, que nous constatons dans notre jardin, cette dégradation s'accompagne d'une extraordinaire recrudescence en ce moment du discours messianiste. J'appelle le discours messianiste l'espoir, l'espérance en des lendemains dont on espère qu'ils nous offriront des issues. Il y a un messianisme religieux que nous connaissons. Dieu nous apportera le salut, les outre-mondes, les paradis et la vie éternelle. Il y a un messianisme politique. La révolution pourvoira à tout cela. Les nouvelles générations, grâce à leurs innovations politiques, créeront de nouvelles méthodes de relations entre les hommes. Et il y a un messianisme technique. L'intelligence artificielle, l'augmentation de toutes choses, la Silicon Valley, de là viendra le salut et le sort du monde s'améliorera. Voilà les 3 messianismes, religieux, politique et technique. Et moi je remarque que ces messianismes s'accroissent au fur et à mesure que le monde recule et que le réel se détériore. C'est la seule chose que je dis. Encore une fois, je constate des choses, c'est ce que mes oreilles entendent, c'est ce que mes yeux voient et c'est ce que mon cœur déplore.
Alors, vous constatez, mais alors, si on croit plus en Dieu, ni à la politique, ni à la technique, qu'est-ce qui vous reste finalement? Comment faites-vous pour vivre? Le repli dont je vous parlais tout à l'heure, et encore une fois, moi je continue à introduire toutes les réponses que je peux vous faire de la notation que je n'ai rien à proposer, que je ne suis encore une fois que le représentant de commerce de moi-même. Je n'arrive pas avec un petit cajot comme, vous savez, à Central Park, les bonimenteurs qui lancent leur théorie montée sur leur caisse de pommes de terre. Non, moi je ne propose rien, je dis simplement qu'il y a une voie, une option que certains hommes ont choisie et qui est celle du retranchement. Ça peut être un retranchement monastique, un retranchement artistique, un retranchement intellectuel, un retranchement paysan. Il y en a quelques-uns qui ont fait ça. Un retranchement nomade. Les clochards célestes sur la route. C'est une très vieille tentation de l'homme, c'est un très vieux penchant, il ne sert à rien mais il ne fait pas de mal. Il permet de ne pas subir mais il ne nuit pas. Du verbe nuire. C'est une option. Alors évidemment, ça peut pas être une théorie générale, parce que si tout le monde prend la fuite, ça fait des milliards de gens sur les routes qui disent je fuis, mais du coup personne ne fuit. C'est comme quand on met la ville et la campagne, quoi. Ce sont des tautologies. Voilà, donc effectivement, vous avez raison de relever le fait que j'ai l'impression de mouliner un discours qui est sans issue. Mais oui, moi je n'ai pas ni la puissance intellectuelle, ni la profondeur psychique, ni l'imagination pour inventer quelque chose d'autre. J'ai simplement la capacité et la possibilité, parce que j'ai aiguisé mon regard et puis j'ai affûté mes capacités, j'ai simplement la capacité, moi, de trouver les interstices et les chemins de traverse et les issues de secours. Je sais fuir. Vous me direz, ça mène à pas grand-chose. Mais au moins, moi, ça me permet de temps en temps de continuer à vivre aujourd'hui, en 2018, avec parfois des allers-retours dans des mondes très lointains. Sylvain Tesson, merci. Le débat touche à sa fin. Nous allons maintenant passer aux questions du public. Mais avant cela, si vous le voulez bien, nous avons une question de notre partenaire La Tribune, qui va être posée par un des membres de notre association. Bonsoir Monsieur Tesson. Nous allons rester sur ces considérations actuelles. Votre aversion pour les nouvelles technologies, votre rejet de la mondialisation et de ses effets, ainsi que votre fascination pour la Russie, vous valent d'être taxé de conservateur, voire, diront certains, de réactionnaire. Assumez-vous cet étiquetage politique? Est-ce que cela vous correspond vraiment? Alors, réactionnaire, non. Et conservateur, oui. Réactionnaire, non, parce que j'ai aucune envie d'aller où que ce soit. Or, la réaction, c'est un mouvement qui mène quelque part, enfin qui prétend mener les hommes quelque part, en général en arrière, au temps d'avant. C'est ça la réaction. C'est de revenir à ce qui est considéré comme étant mieux que le moment présent. Mais la conservation, bien sûr. Mais tout le monde est conservateur. Tout le monde, absolument tout le monde est conservateur. C'est la chose la mieux partagée du monde, puisque, sauf les suicidaires, qui ne sont contre la conservation d'eux-mêmes. Mais la conservation, c'est un principe biologique, c'est un principe de continuation de la vie. Une cellule, dont nous sommes constitués de milliards de cellules, le premier principe de la cellule, c'est de se conserver dans son intégrité. Moi, il me semble merveilleux d'imaginer que nous sommes la résultante d'une immense accumulation de savoir, de compétences et d'efforts. Ça s'appelle l'histoire, c'est le travail de nos aïeux, c'est tout ce qui fait que nous pouvons vivre aujourd'hui dans le pays où nous vivons, et heureusement que nous avons conservé ce qui méritait de l'être. Je ne vois pas en quoi on peut apporter la moindre critique à ce mot merveilleux. Et ceux qui l'apportent d'ailleurs, c'est-à-dire, mettons, en gros, puisqu'il faut aller vite, faisons des raccourcis, en général les progressistes sont des gens que vous retrouvez tous les ans, qui donc se sont conservés biologiquement, qui en général conservent les places qu'ils occupent, et qui en général conservent toujours le même discours, un discours progressiste, quoi. Mais un progressiste qui dit la même chose tous les ans, c'est un conservateur. C'est le conservateur de son opinion progressiste. Donc c'est un type qui est en contradiction avec lui-même et dont les propos s'annulent par le simple fait qu'il continue à être en vie. Voilà. Moi, si vous voulez, le vrai progressiste, c'est le type qui se flingue, comme le vrai misanthrope d'ailleurs.
Donc oui, alors moi, l'accusation, car vous avez eu raison de prononcer ce terme, il y a un étiquetage, oui, en conservatisme, bien sûr, je l'assume tout à fait, je le trouve même finalement appartenir à la vertu. Merci. Nous allons maintenant prendre 3 questions du public. Vous pouvez vous lever ou faire signe au porteur du micro. À gauche. On comprend qu'il y a quelque chose dans l'esprit peut-être des pays anglo-saxons et américains qui vous déplaisent, mais est-ce que vous trouverez un jour quelque chose qui mérite que vous parcouriez les grandes plaines américaines ou le Canada? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-bas qui trouvera un jour grâce à vos yeux? Oui, alors attention, parce que je tempère le fait que je me sois jamais, moi, je n'ai jamais tellement porté mes pas là-bas, ne signifie pas que ce soit une culture qui me déplaise, ce serait ridicule. Et puis qui suis-je pour que les États-Unis et le monde anglo-saxon me déplaisent? Enfin, c'est comme le cloporte qui dit que une partie du monde lui déplaît. Non, c'est simplement que les occasions ne sont pas beaucoup présentées, que mon penchant alors, culturel, naturel, m'amène plutôt vers l'Est, plutôt vers l'endroit où le soleil se lève, l'endroit d'où les grands peuples, les grands clans sont partis et ont fait route vers le soleil couchant. Il m'est arrivé d'aller là-bas, aux États-Unis. J'ai passé mes brevets de parachutisme, par exemple, en Arizona. Je me souviens d'avoir vu des skydivers, c'est comme ça que ça s'appelle, des plongeurs dans le ciel, quoi, des parachutistes, dont la devise qui était tatouée partout sur le corps était Skydive or Die. Je trouvais que c'était un slogan comme un autre, quoi. C'est vrai que j'aime mieux Dostoïevski que les tatouages américains, mais enfin bon, c'est pas pour ça que j'ai une prévention à l'encontre du pays. Je ne crois pas que mes pas me porteront un jour là-bas. D'abord parce que j'étais en Syrie il y a une semaine et que donc je ne peux pas avoir le visa. Donc c'est pas ma faute. Et également parce que mon penchant, encore une fois, que j'appelais tout à l'heure mon penchant culturel qui m'amène à l'Est, est également un penchant d'ordre beaucoup plus physique, physiologique presque, géographique. Moi j'aime énormément la profondeur territoriale, forestière, de la taïga et de la steppe. Alors vous allez me dire que des plaines du Middle West et que la forêt canadienne et du sud du Québec ou du sud du Canada peut ressembler écosystémiquement à ce que je vais chercher dans les paysages de la taïga et de la steppe. Certes, mais finalement il y a un océan de moins à traverser, quoi. Alors comme moi je suis un être éminemment terrestre, mes pas me portent plutôt vers la profondeur eurasiatique. Bonsoir Monsieur Tesson. J'aurais aimé qu'on revienne rapidement sur votre accident. Enfin, non pas que je sois sadique, mais juste par simple curiosité. Et surtout, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce que peut ressentir un homme aux portes de la mort. Est-ce que vous aviez un sentiment d'apaisement en revoyant toutes vos photos de voyage, enfin, tous vos souvenirs, etc. Ou est-ce que vous aviez un goût d'inachevé en vous disant que vous ne pourrez peut-être plus revoyager par la suite? Voilà mes questions. Alors écoutez, j'en ai pas beaucoup parlé, moi j'y ai consacré 2 pages à cet accident dans mon livre qui s'appelle Sur les chemins noirs, qui racontait la marche que j'ai faite pour essayer de me rééduquer, et j'en ai pas parlé pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais pas envie de revenir là-dessus. Je crois profondément que il y a un moment quand on a des pépins ou quand on vit comme ça des problèmes de santé, il y a un moment où il faut oublier. Je crois que la macération psychologique dans ces malheurs est une manière de les entretenir, de les entretenir dans une sorte de bain ambiant, de liquide amniotique de ces petits problèmes. Je crois beaucoup à la vertu de l'oubli, et même du débarrassage de plancher, quoi. Et j'y crois en termes individuels comme en termes sociétaux. Je crois que les sociétés ont tout intérêt parfois à oublier. Ça ne veut pas dire dénier,
pas tout à fait pareil, mais à oublier leur passé ou des heures douloureuses, à passer à autre chose. Puisque vous parliez du président Macron tout à l'heure, c'était à peu près ce qu'il avait dit. Alors je vais mal le formuler, et loin de moi l'envie de travestir ses propos, mais lorsqu'il était allé rencontrer des étudiants en Algérie il y a quelques mois, et qu'un étudiant de votre âge, d'une vingtaine d'années, avait commencé à lui faire l'antienne sur ces heures extrêmement douloureuses dont la France s'était rendue coupable, le garçon avait raison, bien entendu, historiquement. Il opposait au président les années 1960 de la décolonisation, et le président Macron a eu une phrase qui correspond à ce concept que je viens de vous dérouler de l'oubli, en lui disant qu'il va peut-être falloir tout de même à un moment que vous passiez à autre chose, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir construire quoi que ce soit. Alors voilà, cette longue entrée en matière pour vous dire que moi je suis passé à autre chose avec mon accident. Encore une fois, j'ai consacré 2 pages. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas voulu beaucoup m'étendre là-dessus, parce que j'aurais pu écrire un livre, moi, sur mes mois d'hôpital, mon année de rééducation, mes mois de coma, les 4 mois et demi passés à l'hôpital, mes allers-retours permanents, la rencontre du système de santé extraordinaire dont nous bénéficions en France, enfin tous ces trucs-là. Mais je n'ai pas voulu parce que la chute qui m'a conduit à l'hôpital n'était pas une chute glorieuse, et ça n'était même pas une chute méritante, c'était une chute d'ivrogne en gros. Et je me souviens, je crois que c'est, mais là je parle sous le contrôle de vos professeurs et de monsieur le directeur, je crois que c'est dans les années 90, et même précisément en 96, au moment où nous avions un ministre, un député de l'Isère qui s'appelait Alain Carignon, qui a fait de la prison, et qui est sorti. Et il y a une loi qui est sortie à ce moment-là, qui a interdit les détenus de prison d'écrire un livre sur leur temps de détention, afin de se prémunir de cette idée qu'une faute commise à l'égard de la société qui vous conduirait en prison pourrait vous permettre de tirer un bénéfice de votre peine. C'est si bien qu'un prisonnier ne peut pas écrire voilà, mes années d'incarcération. C'est plus possible en France. Eh bien, je me suis appliqué à moi-même cette loi. Je me suis dit que parce que j'avais trébuché d'une manière stupide, je n'avais pas commencé à faire un livre pour raconter, oh là là, mon Dieu, regardez comme j'ai souffert. Voilà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je suis assez rapide, moi, sur ces histoires. Maintenant, une fois que j'ai dit que je ne répondais pas à cette question, je vais quand même y répondre, mais en vous décevant. C'est-à-dire que moi je n'ai rien vu, je n'ai pas vu le bout du tunnel, je n'ai pas vu de tunnel, je me souviens de rien, je me suis réveillé un jour, les gens étaient très gentils avec moi, ils étaient habillés en blanc, ils me donnaient de la compote, tout était très charmant. Je trouve d'ailleurs qu'en cela le système de santé français est à la fois magnifique mais ne met personne devant ses responsabilités, parce qu'on n'aurait pas dû s'occuper de quelqu'un comme moi avec autant de prévention et d'égard, je le crois, moi, parce que je crois que tout ne se vaut. Je ne suis pas égalitariste, moi, donc j'ai été très heureux de profiter de ces largesses d'un système général, mais je n'en étais pas digne. Parce qu'encore une fois, cette chute, je n'ai pas tombé en partant à la rescousse de quelqu'un, ni à cause d'une chute de pierre. Je n'ai pas été victime d'un sort, j'ai été victime de ma propre stupidité. Et pourtant, j'ai bénéficié de soins dont j'aurais bénéficié si j'avais souffert malgré moi. Enfin voilà, c'est ça que je voulais vous dire à ce propos. J'ai pas grand-chose à dire sur l'expérience que j'aurais pu éprouver de ce léger frôlement avec la mort. Et le seul enseignement que j'aurais pu en tirer, c'est que bien sûr, quand on revient à la vie, qu'on retrouve ses forces et qu'on s'aperçoit que finalement on va pouvoir vivre à nouveau comme on vivait, et bien à ce moment-là, on est pire qu'avant. Et c'est ça le malheur en fait, c'est que guérir, c'est retrouver ses mauvais penchants. C'est-à-dire que vous aviez l'occasion inespérée de devenir un autre, vous aviez l'opportunité, qui n'arrive pas souvent dans une vie, de vous transformer, de vous réformer, et malheureusement vous guérissez, et vous redevenez celui que vous auriez pu vous épargner de continuer à être. C'est tout à fait dommage finalement. Bonsoir Sylvain Tasson, merci d'être avec nous ce soir. Moi je continue de vous lire parce que je cherche des réponses,
Et il y a 3 ans, je vous ai rencontré à l'envers, c'est-à-dire que moi j'ai organisé un voyage seul en Sibérie, dans une cabane, pendant 6 mois. Et là, en organisant ce voyage, je me suis rendu compte que vous l'aviez déjà fait avant moi. J'avais jamais entendu parler de vous. J'étais fou de rage. Vous avez mis en exergue le fait que je n'avais aucune originalité dans ma démarche. Et il a fallu que j'aille le faire ailleurs. Alors, je suis parti en Nouvelle-Zélande pour faire à peu près la même démarche. Et je me suis dit, si ce gars a 15 ans de plus que nous, qui s'est déjà posé les questions, qu'il est déjà allé là-bas, qu'il a expérimenté la solitude, c'est peut-être qu'il a des réponses intéressantes. Et donc j'ai lu l'intégralité des autres livres, mais quand vous parlez bien d'un problème, on espère toujours qu'il y ait des solutions, et vous en développez très peu. Et la question que je me pose, après 6 mois dans ma cabane, je suis sorti parce que j'avais pas de moyens économiques de faire tenir cette vie-là longtemps. J'ai rencontré beaucoup d'autres anachorètes qui vivaient dans les fjords de Nouvelle-Zélande et qui, eux, sont en sale état, on va dire, après quelques années. Et aussi, je me suis senti... J'ai adoré cette solitude pendant cette expérience-là, mais j'ai compris que je voulais construire ma vie avec les gens que j'aime. Donc la question que je me pose, que je veux vous poser, c'est pourquoi vous en êtes sorti de votre cabane, vous ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un équilibre entre l'aventure et votre moyen de subsistance ? Est-ce que vous êtes aussi seul, ou est-ce que vous avez réussi à construire ces relations avec les gens que vous aimez ? Alors moi j'en suis sorti pour 2 raisons. La première, c'est que je ne voulais pas en faire ma vie. Je voulais vivre une expérience d'érémitisme qui m'a plu davantage que tout ce que je pouvais imaginer. Je l'aurais bien prolongé, j'aurais beaucoup aimé, mais après moi j'ai eu un problème qui c'est une réponse très prosaïque que je fais à votre question, parce que vous imaginez que j'ai des réponses profondes, mais c'est une réponse très prosaïque. C'est un problème d'administration. Je n'ai pas pu rester davantage que 6 mois en Russie. J'ai même dépassé un peu de 15 jours mes autorisations, j'ai eu les pires problèmes. Donc vous voyez, c'est à cause de ces histoires de basses administrations. Ensuite, ce que j'ai retiré de ce séjour dans une cabane en Sibérie m'a été tellement bénéfique, a été tellement profond, a initié en moi de telles métamorphoses que j'ai recommencé d'une certaine manière. Pas exactement au même endroit, pas dans les mêmes lieux, pas exactement avec le même dispositif, mais ce que je vais vivre en montagne. Ce que je fais quand je pars, par exemple, au mois de mars et d'avril, je suis parti avec un camarade champion du monde ancien champion du monde d'escalade et guide de haute montagne. Nous sommes allés de Menton à Val d'Isère pendant 22 jours, par les hautes crêtes entre l'Italie et la France, en ski de randonnée, en dormant dans des refuges qui n'étaient pas gardés. Et nous étions dans une forme de... Alors c'était un érémitisme partagé. Nous étions 2. C'était une cordée. Et nous avancions de refuge en refuge. C'était une forme d'érémitisme. La même beauté, le même rapport au temps que j'évoquais tout à l'heure, le même rapport au non-humain. Il n'y avait rien d'humain dans ce que nous faisions. Nous étions tout le temps dans la haute montagne, quelque chose qui avait rapport avec la solitude, avec le silence, enfin avec toutes ces thématiques-là que je convoquais dans ma cabane. J'ai recommencé à les vivre, je recommence à chercher ça partout où je le peux. Ce que j'appelais tout à l'heure les chemins de traverse, les issues de secours, les interstices, appelons ça comme on veut, appelons ça le recours aux forêts. Personne n'a jamais trouvé une meilleure expression que celle qu'avait inventée Junger il y a quelques années dans son petit traité du rebelle. Alors tout ça, je continue finalement à vivre dans des cabanes, d'autres cabanes, des genres de cabanes. Je m'inscris toujours sous la houlette de la cabane. Peut-être un jour recommencerai-je exactement comme cela a été le cas pour moi en Sibérie, c'est-à-dire je vais retrouver une petite hutte en rondin et je vais y passer plusieurs mois. Ensuite, vous me posez la question de savoir si j'ai pu trouver un équilibre. Non, bien sûr que non, parce que l'équilibre, moi, ce serait la résolution parfaite de l'équilibre entre ce que j'évoquais tout à l'heure du tiraillement entre l'arrêt et le mouvement, tel que l'avait formulé Joseph Kessel. Ce serait une vie tout à fait stable, consistant à tenir la juste mesure entre l'envie de contemplation et l'envie d'action. Mais d'une certaine manière, je dirais que l'équilibre que je trouve, moi, c'est l'écriture. C'est ma seule patrie, c'est mon seul fil à plomb. C'est la seule chose qui me permet d'échapper à cet écartèlement permanent entre 2 modalités de la vie qui sont tout à fait contraires, qui sont celles de l'arrêt et celles de mouvement. Et puis alors ensuite avec les gens, eh bien non, il est évident que je suis pas tellement fait pour le foyer. Ce serait un très mauvais service à rendre à
à quiconque de prétendre à une femme de prétendre qu'elle partagera ma vie. Enfin, je souhaite pas du tout à la femme qui le voudra bien de dire oui. Enfin, si je peux dire quelque chose ce soir, je lance un appel. S'il te plaît, dis non surtout. Ce serait vraiment une très mauvaise idée pour toi-même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et toi, quand tu as un enfant, n'en parlons pas. Enfin, ce serait vraiment criminel d'affliger ma présence de père à un enfant. Alors là, vraiment, ça serait irresponsable. Je serais le premier à appeler enfance en détresse quand j'aurai un enfant. La détresse, ce serait moi. Merci beaucoup Sylvain Tesson. Merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous ce soir.